Hop. Eh bien, on commence. Donc, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire Baobab, qui est dédié aujourd'hui donc à la qualité d'usage dans les projets de rénovation énergétique des bâtiments des petites communes et à la présentation de l'outil Cube. Voilà, on va dire un mot très rapidement. Merci d'avoir répondu nombreux à cette nouvelle invitation. Alors, on va pas faire un tour de table, mais juste voilà, vous dire qu'il y a un panel de structures diverses et variées avec des syndicats d'énergie, des CAUE, des collectivités, des ALEC, voilà, donc, des PETR également. Voilà, donc on a une jolie diversité d'acteurs. Voilà, donc juste pour dire un petit mot d'introduction avant de passer la main à mes collègues qui se sont emparés de ce sujet, pour dire que la question de la prise en compte des usages, c'est à la fois un sujet qui est au cœur du projet Baobab. Voilà, c'est un sujet d'innovation dans le projet sur lequel d'autres acteurs, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, travaillent. On a un groupe de travail dédié à la thématique. Et puis, c'est aussi un enjeu qui est pris en compte dans le parcours bâtiment public régional, donc porté par la région et la REC. Et donc, c'est un peu à la croisée de ces chemins qu'on a souhaité, alors à la fois faire ce webinaire pour parler des enjeux liés à la qualité d'usage, et puis pour vous présenter un outil qu'on a développé, qui est l'outil Cube, qualité d'usage dans le bâtiment, et qui est, enfin, on va en parler de manière détaillée, mais qui est un outil destiné à mettre le pied à l'étrier des communes pour intégrer la question des usages dans leur projet de rénovation. Euh, voilà. Alors, je sais passer la diapo. Touc. Oui, ça marche. Voilà, alors je voulais juste redire un petit mot sur une diapo que vous avez pour la plupart déjà vue, mais quand même redire un tout petit mot du projet européen Baobab dont l'AREC est partenaire avec Auvergne-Rhône-Alpes Environnement Énergie en Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un projet européen qui court jusqu'en 2026, qui a commencé en fin d'année 2023, qui est financé par le programme LIFE et également cofinancé par Acté, avec l'objectif de déployer des services d'accompagnement pour la rénovation énergétique pour les petites communes, à la fois en Aura et en Occitanie. Et puis, il y a un aspect dissémination avec des régions jumelles qui seront Bourgogne-Franche-Comté pour l'instant et la Bretagne qui est notre jumeau en Occitanie. Euh, voilà, donc je n'en dis pas plus, juste vous voyez en bas qu'il y a des pilotes d'innovation, donc je parlais des sujets d'innovation, c'est là-dedans notamment que s'inscrit la prise en compte de la qualité d'usage. Et puis, Baobab en Occitanie, pour nous, c'est un outil d'animation du parcours bâtiment public. Et voilà, donc on se sert de enfin, on se sert. Ça vient en complément, en tout cas, du parcours bâtiment public régional qu'on vous a déjà présenté et dont on va vous faire voilà, une petite actualisation. Donc, je passe la parole à Daniel, juste pour vous présenter une petite diapo sur le sujet. Mm. Merci Anthony. Le parcours, on va considérer que c'est un nouveau positionnement, donc c'est une nouvelle version du parcours bâtiment public comme vous l'avez connu un peu avant, dans une idée de simplifier plutôt de rationaliser les accompagnements. En gros, il y a trois briques. La première, c'est celle que vous faites au quotidien, l'accompagnement au montage des projets, que ce soit en amont, pendant ou en aval en fonction de vos modes de fonctionnement. Voilà, il y a les SDE qui sont un peu toujours la porte d'entrée qu'on met en avant pour représenter, si j'ose dire, chaque département. Mais au sein de ces départements, il y a bien évidemment les autres structures d'accompagnement qu'on a listées juste avant. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, il y a surtout sur la partie amont des financements dans le cadre du programme ACT. Plus, on a une candidature qui est commune, mutualisée à l'échelle de la région
et dans laquelle vous pouvez tous faire partie et contribuer. La deuxième partie, il y a un aspect financement des projets que là, nous, on mène du coup de notre côté. Donc, il y a les certificats d'économie d'énergie. Certains d'entre vous le font également. Il y a également un outil innovant qu'on essaye de mettre en place, et le MGPEPD. On souhaiterait, si j'ose dire, pouvoir porter le financement d'une rénovation énergétique pour aider tout simplement une collectivité à investir zéro, si j'ose dire, à l'année N de son programme de rénovation énergétique. Donc il y a un travail qui est en cours au niveau de la REC et n'hésitez pas d'ailleurs à revenir vers nous sur ce sujet si vous souhaitez avoir plus d'informations. Là-dessus, comment nous on se finance la REC pour proposer des missions d'ingénierie financière également. On a une convention avec la région, donc c'est la convention PHD, plan Habitat Durable, avec une brique dédiée au parcours bâtiment public, celui-là du coup. Et on a une convention également avec la Banque des Territoires, notamment avec le programme EduRénov. Donc ça, c'est pour les financements de projets. Et enfin, on a la troisième brique qui est celle que vous a présentée Anthony, l'animation et montée en compétence des structures d'accompagnement que l'on fait au sein de notre région. Et donc, on a le programme Baobab qui permet de financer l'ensemble de ces accompagnements, montée en compétences, etc. Donc la cible, bien évidemment, pour nous, le parcours bâtiment public reste des petites collectivités qui ont du mal à avoir les moyens, si j'ose dire, de pouvoir se financer certains accompagnements. Donc c'est pour ça que on s'adapte principalement à ces petites communes qui en ont le plus besoin. Voilà pour le petit parcours. Merci Daniel. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, et je vais passer la parole à Sandrine Murca, voilà, qui mène les travaux sur la qualité d'usage et voilà, qui va nous introduire le programme de webinaire. Merci beaucoup. Donc, ce webinaire, en fait, on l'a évidemment élaboré à plusieurs en interne. Ça fait un moment qu'on travaille sur cet outil qu'on a appelé Cube. C'est un nom qu'on lui a donné en interne pour se différencier de l'appellation AMU, qui était déjà quand même très, très connotée. Voilà, donc, et on s'est dit à un moment donné, on n'a pas complètement finalisé l'outil, mais ça serait quand même intéressant de le partager, de le faire connaître pour voir comment on peut le finaliser déjà, le tester, le déployer à terme. Et pour ce webinaire, en fait, pas rentrer directement dans la présentation de l'outil, on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir une intervention d'experts, entre guillemets, sur le sujet de la prise en compte des usages. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à Caroline, qui va donc nous donner quelques notions introductives sur l'intérêt de prendre en compte le besoin des utilisateurs dans la rénovation des bâtiments. Donc, merci déjà à Caroline Grid, donc designer, médiatrice à la Capitainerie, qui est le nom de la structure dans laquelle elle travaille. Donc, merci d'être là pour nous donner cet éclairage. Et Caroline va intervenir en duo avec Anne-Marie Nounis, qui est adjointe aux affaires sociales à la commune de Lermes. Donc, c'est une petite commune de la Haute-Garonne. Je crois qu'il n'y a pas tout à fait 4000 habitants de mémoire. Ça nous semblait aussi intéressant d'avoir ce retour d'expérience d'une démarche de prise en compte des usages dans le cadre d'un projet de rénovation. Là, c'est une rénovation globale, pour le coup, de l'école maternelle René Castel. Voilà, donc je leur donnerai la parole pour qu'elles puissent expliquer la démarche avant de passer vraiment à la présentation de l'outil lui-même avec ses différentes étapes et de terminer par ce qu'on appelle un appel à intérêt qui vise à voir parmi les personnes qui êtes là ou en tout cas les structures chargées d'accompagner les collectivités, voire les collectivités elles-mêmes qui sont présentes aujourd'hui et qu'on pourrait identifier, votre intérêt pour travailler avec nous sur la finalisation de cet outil, le test également de cet outil, puisqu'on a pour cette année en tout cas des financements et des créneaux qui ont été identifiés pour pouvoir affiner les choses. Voilà, donc je vais passer la parole à Caroline et Anne-Marie qui vont intervenir en duo. Vous avez à peu près un quart d'heure d'intervention, 20 minutes. On se donne un temps de questions-réponses aussi après.
Donc, si vous avez des questions à poser, peut-être dans un premier temps, mettez-les dans le chat pour qu'elles soient consignées. On les gérera plutôt à la fin de l'intervention pour pas que ça vienne trop interférer. Donc voilà comment je vous propose de nous organiser. Donc Caroline et Anne-Marie, je vous laisse la parole. C'est à peu près une vingtaine de minutes au besoin pour nous expliquer tout ça. Oui, bonjour à tous. Je suis désolée, j'ai ma vidéo qui ne marche pas. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, vous avez une photo, c'est parfait. Allez la chercher sur le web pour savoir qui tu étais. Oui, merci. Anne-Marie, bonjour aussi. Donc, comme Bonjour. disait Sandrine, nous ferons un peu la présentation en duo. Et donc, Anne-Marie, n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure, bien sûr. Oui, Donc d'abord, en 2 mots, la capitainerie, c'est une SCOP, une coopérative qui est composée de 4 personnes. Nous sommes designers, architectes et urbanistes. Et nous travaillons sur des domaines de la concertation dans le cadre des réaménagements d'espaces publics, mais aussi d'équipements publics. Nous travaillons sur des échelles très variées, que ce soit des équipements, que ce soit des aménagements de centres-bourgs, voire des ZAC, ou encore une fois, des espaces beaucoup plus grands. Nos territoires sont très variés, mais nous travaillons essentiellement avec les usagers pour la construction de leurs espaces de vie. Anne-Marie, peut-être je vous laisse faire juste une présentation rapide de vous-même. Donc oui, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Anne-Marie Nounis, je suis adjointe en charge des écoles et de la communication à Lermes, qui est une petite commune, comme vous disiez tout à l'heure, de à peu près 3900 habitants. On est situé au sud de Toulouse, à environ une trentaine de kilomètres de Toulouse, et on est dans la communauté de communes Cœur de Garonne. On est une des 4 plus grandes communes de cette communauté. Voilà. Peut-être dire non, c'est bon. Je crois que Ok, je te laisse la parole. ouais, merci. Donc Sandrine, on peut peut-être... c'est moi qui ai la main sur les planches ou... Merci. Est-ce que tu Oui. peux donc tu peux aller à la planche suivante? Je peux rapidement présenter les enjeux de la participation des usagers. L'objectif d'un bâtiment techniquement évolué satisfaisant, c'est essentiellement le faire adapter par son habitant. Ça veut dire la participation de l'habitant, de l'usager, dès le démarrage du projet. Parce que l'objectif, c'est d'adapter les espaces bâtis aux usagers et non pas adapter les usagers aux espaces bâtis. Donc, vous avez plusieurs enjeux. Le premier enjeu démocratique et citoyen, redonner la parole à tous les citoyens et les citoyennes, car... D'accord. oui, Je suis un webinaire, là, je coupe le son. alors, excusez-moi, est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce qu'on peut bloquer Dis-moi, excuse-moi. Les micros peut-être, les micros? oui. Merci. Oui, donc l'idée, c'était de donner la parole à tous et redonner la parole à tous dans le cadre notamment quand vous travaillez sur des projets parfois un peu difficiles, sur des QPV ou bien sur des publics fragiles. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est aussi leur donner la notion, la parole par leur expertise d'usage. C'est des gens, quel que soit leur niveau, qui ont une forme d'expertise, c'est-à-dire qui habitent le lieu, qui le circulent, qui le vivent. Et en ce sens, ils ont tout à fait le droit d'expliquer quelles sont leurs problématiques et quels sont leurs enjeux dans un habitat existant ou un habitat en devenir. C'est aussi un enjeu à la fois d'enrichir un projet, de l'adapter à travers un diagnostic précis pour faire remonter les craintes et les envies des habitants. C'est construire un socle commun, un projet commun, éviter les conflits d'usage. Par exemple, je travaille actuellement dans le cadre justement du projet EduRénov sur une rénovation thermique d'un centre de loisirs. Vous avez la notion de est-ce qu'on met une clim, mais si on met une clim, le problème c'est que vous avez un lieu où vous avez des portes qui sont constamment ouvertes pour que les enfants y
l'extérieur. Donc, c'est pas forcément adapté. Il s'agit de comprendre comment les lieux sont utilisés pour pouvoir vraiment adapter la rénovation du lieu en ce sens. Donc, permettre l'adéquation du bâtiment, mais aussi éviter des coûts supplémentaires. Quand vous avez justement des projets qui ne tiennent pas compte de la participation des habitants ou de l'usager, vous pouvez très bien avoir des coûts qui viennent se rajouter avec des problématiques comme par exemple on met des stores d'un certain niveau, mais vous avez d'un coup, on se rend compte que les enfants, ils arrivent avec leur ballon ou avec leur petit vélo, ils viennent casser les stores. Ben, vous vous rendez compte que le store que vous avez posé, c'est pas des stores adaptés. Donc finalement, il faut changer le niveau de store. Voilà, ça veut dire comment, dès le démarrage, on adapte le projet à la façon dont il va être utilisé. Vous avez un enjeu donc aussi de politique publique mieux comprise. Une meilleure compréhension des projets, c'est un projet qui est approprié par les usagers, mais qui aussi permet d'en faire des ambassadeurs du projet. Si vous avez une personne qui vient, qui participe dès le démarrage et qui voit que le projet il est adapté à sa façon de l'habiter, ben, vous avez un usager qui vient en faire sa promotion. C'est concerter à travers, le faire participer, c'est aussi permettre d'éviter des conflits, se positionner, nous, en tant que médiateurs, pour venir faciliter les discussions entre la maîtrise d'ouvrage et les usagers, et donc venir apporter un apaisement et une diminution des conflits. Donc, ce point-là est très, très important dans les projets de manière générale, et Anne-Marie va en parler un peu plus loin. Merci de changer de planche, Sandrine. Juste, je voulais faire un petit point sur l'assistance à maîtrise d'usage, qui est en quelque sorte juste une méthode qui n'est rien d'autre qu'une méthode de concertation. En fait, on utilise le terme assistance à maîtrise d'usage parce que une expertise, il a fallu développer une forme d'expertise en parallèle avec la maîtrise d'ouvrage ou l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. L'intérêt d'une AMU, c'est de venir se positionner en tant que chef d'orchestre pour faire le lien entre à la fois les usagers, à la fois la maîtrise d'ouvrage et à la fois la maîtrise d'œuvre. Et il a été nécessaire de parler d'assistance à maîtrise d'usage pour pouvoir faire un petit peu ce penchant métier technique dans le cadre de chantiers bâtis. L'AMU, maintenant, fait partie des compétences demandées dans les cahiers des charges des appels à projets. Mais ce n'est pas un métier en tant que tel. On n'a pas un métier qui vient se définir en tant qu'assistance à maîtrise d'usage, mais c'est juste pour venir positionner la notion de lien à l'usager pour pouvoir en tenir compte dans le cadre de l'aménagement des équipements. Je peux peut-être passer à la planche suivante où on peut déjà rentrer dans le cas de l'école René Cassin. Peut-être tu peux passer à la planche suivante, ou Anne-Marie, peut-être je vous laisse présenter un petit peu en amont qu'est-ce qui fait que vous avez utilisé la notion d'école concertée, comment vous êtes arrivé à la décision de venir mettre en place la participation des usagers dans le cadre de l'école René Cassin. Alors, tout à l'heure, j'ai déjà fait un petit peu la présentation de l'ERM. Peut-être vous préciser qu'en fait, effectivement, on est une petite commune, mais on a cette chance-là de pouvoir accueillir de la maternelle jusqu'au collège, puisque nous avons aussi un collège. Au milieu, le groupe scolaire René Cassin, donc avec 16 classes, 10 pour l'école élémentaire, 6 pour l'école maternelle. Pourquoi on est parti comme ça sur ce projet de rénovation? En fait, notre équipe avait la volonté, dès le début de son mandat, de favoriser la participation citoyenne. Donc, on a mis en place très rapidement une douzaine de commissions
où étaient mélangés des citoyens, ceux qui voulaient venir s'inscrire selon des thématiques, et des élus et des techniciens, des agents. Une de ces commissions était autour de l'école de la jeunesse, avec une rythmicité à peu près de rencontres tous les 1 mois et demi. Euh, ça n'a pas, c'est pas forcément, ça n'a pas forcément été toujours simple de tenir ce rythme, d'avoir des participants, mais n'empêche que très rapidement, sur ce temps, est arrivée quand même l'idée de voir qu'est-ce qu'on pouvait continuer, imaginer autour de l'école. Donc voilà, on s'est dit aussi qu'on ne pouvait quand même pas faire tout seul. On avait commencé quelque chose dans cette commission-là. On s'est dit qu'en fait, il fallait qu'on continue ce dialogue, ces échanges, parce qu'il y avait vraiment tout intérêt à écouter et pour ne pas se tromper, pour aussi avoir quelqu'un qui vienne là faire tierce, comme vient de le dire tout à l'heure Caroline. C'est pas toujours facile, d'un côté comme de l'autre. Parfois, on a des a priori. Voilà. On a peur que d'un côté, on prenne notre place, de l'autre côté, euh, c'est pas, voilà, c'est faciliter une libre parole. Voilà, avec aussi, bien entendu, les jeunes, puisque sur les temps d'échange, on avait là, à ce moment-là, quelques conseillers municipaux, mais des petits jeunes, ceux du conseil municipal des jeunes, qui nous suivaient, qui venaient, qui ont participé aux visites, puisque il y a eu une visite de l'école sur une de ces commissions, et c'est à partir de là vraiment où le projet est parti, même si avant on se questionnait. Voilà, peut-être sur ce point-là. Peut-être l'autre diapo. Merci, ouais. Effectivement, du coup, les enjeux d'une école concertée, je vous laisse la parole ou Non, Ouais. L'idée, c'était l'intérêt de cette concertation, c'est de venir travailler avec tous les usagers et les utilisateurs de l'école. Quand je dis tous, c'est-à-dire que ce soit les personnes qui l'habitent, qui le vivent, qui le pratiquent, hein, les enfants, les équipes enseignantes, même les équipes d'animation, les ATSEM, mais aussi les familles. Travailler avec les familles, c'était très important parce que, par exemple, quand vous faites un parvis d'école, en fait, c'est un parvis qui est particulièrement utilisé par les familles. Comment aménager un parvis qui permette aux familles d'être le plus confortable possible, mais aussi que la famille vienne prendre connaissance du projet et s'approprier le projet comme leurs enfants pour sentir, pour que, à partir du moment où leurs enfants se sentent bien dans l'école, c'est toujours partagé aussi par les parents. Mais c'est également par les équipes, les techniciens et les techniciennes, c'est-à-dire les gens qui viennent à la fois faire le ménage, les gens qui viennent faire l'entretien les cours de récré, ces gens-là qui en fait le pratiquent, qui ont besoin qui le circulent, qui ont besoin d'espaces particuliers, des espaces de rangement, des espaces pour laver, des espaces pour nettoyer, comment on vient stocker, comment on vient aisément entrer en relation avec les enfants. C'est fondamental que ces techniciens et techniciennes rentrent en ligne de compte dès le démarrage du projet pour faciliter encore une fois la gestion globale du projet, du démarrage jusqu'à la fin. Donc, mais c'est aussi pouvoir inventer des nouveaux espaces et formes de transmission parce que la concertation a permis de se questionner sur des formes pédagogiques et du coup, comment, par exemple, des enseignants veulent faire école dans la rue intérieure, mais aussi dans la cour, comment leur faciliter des aménagements pour pouvoir faciliter ces espaces pédagogiques, faire des pas de côté sur des formes d'aménagement, c'est ce qu'a permis cette école concertée.
C'est une école qui est adaptée au rythme des enfants à travers à la fois les aménagements de la cour, à travers les aménagements des toilettes, comment on fait. Il y a eu des réflexions sur les toilettes genrées, qu'est-ce qu'on fait pour que la cour soit adaptée à tous les genres. Aussi, il y a une réflexion voilà, sur des temps de pause, les temps pour des enfants qui sont un peu, par exemple, qui sont un peu difficiles, comment faciliter des temps où ils peuvent sortir un peu de la classe et venir se défouler. Voilà, c'est des choses qui ont été vraiment adaptées aux besoins des enfants et de l'équipe enseignante. Je peux peut-être passer à la planche suivante si Anne-Marie, vous avez rien à rajouter là-dessus. Peut-être juste, effectivement, on a réfléchi autour également d'espaces inclusifs, dans le sens où que les enfants qui sont avec débordant d'énergie ou qui sont avec des problématiques particulières, des handicaps, puissent aussi trouver des espaces adaptés. Juste cette petite précision. Oui, tout à fait. Peut-être. Des temps Oui, tout calmes, à fait. des Ouais. espaces calmes. Voilà. Bon, rapidement sur la planche suivante pour vous dire que c'est un projet où la participation des usagers a été présente dès le démarrage du projet, dès le diagnostic, jusqu'à la pré-livraison du projet. C'est un projet où la concertation a été menée par 2 équipes, là, nous, la capitainerie, mais à partir de la phase concours, mais en amont, dès la phase diagnostic et programmation, c'est un autre bureau d'études qui s'appelle AIV, Architecture Vivo, qui a fait cette participation. Je vais vous la détailler un peu sur la phase suivante rapidement. C'est la plage, peut-être, Sandrine, si tu veux bien. Voilà. Juste pour vous détailler un petit peu l'impact de la concertation. En phase diagnostique, donc, il y a eu une implication des enfants, de tous les usagers dont je vous ai parlé la dernière fois. L'objectif étant de comprendre les problématiques et les enjeux. Et il faut savoir que la programmation a été construite complètement à partir de cette phase de diagnostic. Les fiches espaces, tout a été construit en fonction de cette phase de diagnostic-là. Et une fois le programme défini, il faut savoir que ce programme a été impliqué et a été contenu dans le cahier des charges du concours d'architecte. Donc, vous voyez que les usagers, le diagnostic des usagers a été intégré directement dans le cahier des charges des concours. Il faut savoir aussi que dans le concours, la municipalité a souhaité intégrer dans le cahier des charges une implication de l'usager également dans la suite jusqu'à la fin du projet. C'est pour ça que nous avons une expertise d'assistance à maîtrise d'usage qui a été intégrée dans la phase concours et nous avons intégré cette équipe de maîtrise d'œuvre à travers notre expertise d'assistance à maîtrise d'usage. Et à partir de là, il faut savoir que l'architecte qui a été nommé, donc Tokro et Dupuis, on crée une esquisse, mais à partir de là, nous avons nous avons informé l'ensemble des usagers sur le concours. Il faut savoir que nous l'avons amendé, nous l'avons ajusté également en fonction, encore une fois, de leur retour. C'est-à-dire que les espaces qui avaient été proposés dans l'esquisse du phase concours, tous ces espaces-là ont été modifiés, réajustés en fonction des retours des usagers. Comment des petites sections, moi, les équipes enseignantes, par exemple, elles voulaient absolument avoir leur salle de dodo, donc de repos, à côté de la salle d'activité. C'était beaucoup plus simple aussi pour les surveillances. Donc, il a fallu réajuster certaines salles. Comment on réajuste la salle également des enseignants? Comment on réajuste tous les espaces de vie? Comment s'étaler à l'accroche au casier pour les petits. En fait, tout a été réajusté jusqu'à la phase pro, exactement en fonction des besoins des usagers. Et je tiens à dire que l'architecte a été particulièrement impliqué dans le projet. Et ça a été vraiment un projet qui a été fait en lien à la fois avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et l'AMU en tant que chef d'orchestre du projet.
Et, le projet continue. Là, actuellement, nous allons attaquer la phase chantier. Et il faut savoir que nous continuons le lien avec les usagers à travers des expérimentations en lien à la fois avec, par exemple, des aménagements de plantations, avec des peintures au mur, comment on travaille ensemble la signalétique. C'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure, mais aussi comment on fait la visite du chantier, comment on informe les enfants, qu'est-ce que c'est que le métier de chantier, qu'est-ce que c'est que le métier de construire, comment ça fonctionne, le temps de chantier, qui sont très difficiles à comprendre pour eux. Donc tout ça, c'est la notion d'information qui est très important aussi dans l'ensemble du projet. Voilà, donc, tout ça pour vous dire un petit peu que cette participation, elle est intervenue dès la phase programmation diagnostic jusqu'à la phase de livraison du projet. Je vais passer hyper vite sur les planches suivantes, c'est pour vous parler un peu des méthodologies. En phase diagnostic, juste vous dire que c'est des outils contextualisés, très spécifiques qui sont utilisés sur chaque projet, avec la création d'un comité d'usagers. Anne-Marie vous en a parlé, le CUSA qui a suivi tout le long du projet et qui continue encore à suivre, avec des jours d'immersion, des entretiens, des ateliers, des moments conviviaux, des ateliers qui me permettaient de comprendre là où ça allait, là où ça fonctionnait, là où ça fonctionnait pas. Voilà, nous, on travaille beaucoup en immersion et c'est des choses qui ont été faites pour la création du programme. Peut-être que tu peux passer, Sandrine, sur la plage suivante. Également sur la co-construction des scénarios, comment à travers le programme, on vient écrire les fiches espaces, on vient mettre en place des jeux coopératifs qui permettent de comprendre l'adéquation entre le budget et les ambitions. Comment, encore une fois, je vous l'ai un peu dit, comment ce programme a été pris en charge dans l'écriture du cahier des charges, mais également comment le CUSA, le comité des usagers, a été impliqué dans la décision, dans la sélection de la maîtrise d'œuvre. Donc, ils ont été intégrés dans le jury pour pouvoir voir quel concours, quel projet était le plus adapté à leur projet. Donc, un projet qui tient compte, encore une fois, de l'ensemble des usagers. Peut-être tu peux passer à la planche suivante, enfin. Où l'assistance à maîtrise du jazz, là encore une fois, à travers des outils spécifiques de maquettes, de cartographie, ont permis, à travers des outils donc des ateliers d'aménagement intérieur, des ateliers de signalétique, ont permis de s'exprimer sur les changements, sur les dessins d'aménagement. Vous voyez par exemple des dessins en fait, d'hommes de lecture qui ont été dessinés et qui sont partis maintenant du projet en phase pro, mais qui n'étaient pas intégrés dans le concours, en fait, et qui ont été vraiment intégrés suite à la demande des usagers. Donc, un accompagnement de chantier également qui va être pris en compte autour de la visite des chantiers aussi. Voilà un petit peu les méthodes. Je ne rentre pas trop dans le détail des outils, mais c'est des outils très spécifiques avec des formes d'immersion et d'ateliers qui ont permis de faire émerger l'expertise d'usage et la compréhension des besoins. Peut-être Anne-Marie, vous pouvez conclure avec ce que ça a apporté peut-être pour la commune sur ce projet? Ça a amené, ça a amené beaucoup de choses. Ça nous a obligés, effectivement, pour beaucoup, parce que moi, effectivement, je suis en charge de l'école, mais je travaille avec une équipe municipale. Du coup, il a fallu aussi que je fasse. J'avais un intermédiaire pour m'aider, la capitainerie et Caroline, pour m'aider avec les usagers. Mais il fallait aussi que j'arrive à articuler avec les préoccupations d'une municipalité, hein. Parce que là, en fait, on vient partager quelque chose aussi de la gouvernance. Et là, il faut qu'on se fasse confiance. Tout à l'heure, Caroline vous disait, on partage, mais en même temps, quand on fait des choix, ça a des impacts budgétaires. Donc, c'est aussi partager ces décisions-là pour qu'elles soient mieux comprises. Euh, voilà, forcément, on est adapté, on s'adapte. Ce projet s'adapte aux besoins réels. On amène une compréhension, une satisfaction des usagers parce que
la plupart du temps, ce qu'ils nous disent, ben, c'est pas décalé, au contraire, c'est très pertinent. Mais nous, il faut que ça fasse le pont avec nos contraintes. Et souvent, dans une petite commune, ce sont des contraintes financières. Parce qu'après, le quotidien, on le connaît, on a eu nos enfants qui étaient à l'école, euh, ou les uns ou les autres, on est passé par l'association des parents d'élèves. Voilà, on est aussi acteur. On l'a été en tous les cas au niveau de l'école. Mais malgré tout, c'est cette articulation, je pense, là, qui est très importante. C'est comment on se fait confiance, comment on se soutient, comment le projet, comment dire, quand il y a par moments des petites choses qui coincent, comment on vient réinterpeller Caroline ou de mon côté ou l'équipe éducative, elle vient réguler, faire tiers, mais plus que tiers même. C'est remettre des fois une parole plus sereine sur des choses où ça fait monter un peu, il y a quelques tensions quand même qui montent, c'est pas si aisé que ça quand même, hein. Voilà. Là-dessus, après, on a, moi, la conclusion peut-être, je suis super contente, quoi. Il me tarde que ce projet démarre, même si je sais que ça va pas être simple, parce que ben, on est avec une équipe soudée. Il y a marqué plus soudée, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est pas toujours facile quand on est un élu. On arrive dans une école, ben, on est là de passage, hein, on est là sur un mandat. On a un projet, euh, mais en même temps, c'est comment, ben, oui, c'est mon projet, parce que moi, je suis obligée de le porter au niveau d'une municipalité, mais c'est surtout leur projet, parce qu'en fait, c'est eux qui vont y vivre, c'est eux qui vont avoir à faire avec le après, qui vont aussi vivre le chantier, puisqu'on est quand même sur un chantier. Ils vont continuer à le vivre, voilà. Euh, mais malgré tout, enfin voilà, moi je trouve ça chouette parce qu'en fait, on a des jeunes quand même qui sont super eux aussi, super enthousiastes et curieux de l'avancée du projet. Ça correspond à leurs besoins, ce qu'ils avaient exprimé en tous les cas sur les phases d'immersion. On a une association des parents d'élèves qui est vraiment partie prenante depuis le début du projet, qui font eux aussi le lien avec les parents d'élèves plus globalement. Ils portent et ils supportent et ils communiquent sur notre avancée dans le projet. Ben, aussi une équipe municipale, ça veut dire une équipe municipale qui a mis de côté plein de projets pour se lancer à fond dans celui-ci. Des équipes éducatives de la maternelle, donc autant les enseignants, les ATSEM, les animateurs de la MJC, qui continuent à travailler, comme disait Caroline tout à l'heure, qui sont demandeuses de participer à toutes les étapes. Là, on va rentrer dans la phase déménagement, dans des algécos. Tout le monde est en train de se retrousser les manches pour aux prochaines vacances, ben, déménager les classes, se réorganiser, voilà. Donc voilà, même les dames qui sont à l'équipe de l'entretien seront là pour ben, participer dès le départ, dès le déménagement à ce projet. Voilà. Peut-être la petite conclusion, c'est que certes, c'est un projet de commune, mais grâce à cette participation, c'est leur projet. Moi, je peux partir, je peux aller sur un autre mandat ou pas. Mais en tous les cas, c'est eux qui vont continuer à le porter. Voilà. Moi, Merci beaucoup. Ah, attendez, on a un petit écho. Alors, Sandrine, ton micro Oui, est coupé. oui. Non, je ne peux pas activer mon micro, il faut activer le tien.
Alors, je pense que là, vous devez m'entendre. Oui. C'est Désolée, parfait. hein. On a plusieurs ordinateurs à côté. Du coup, merci beaucoup pour ce témoignage enthousiaste et motivant. Madame Nounis, est-ce que vous avez quelques minutes encore pour rester avec nous, pour répondre éventuellement à quelques Oui, questions? je reste un petit peu. Voilà, je crois que vous étiez un petit peu pressée. Caroline, toi, tu peux rester avec nous jusqu'à la fin du webinaire, il me semble. Oui, je peux rester un peu. OK. Voilà, donc c'est le moment, si vous avez quelques questions à poser, c'est le moment sur ce projet, sur cet exemple. Est-ce que vous avez envie d'exprimer, voilà, de demander des précisions euh, avant de passer à la suite? La suite étant, tu peux descendre sur la diapo. Question. Voilà, donc je ne vois pas de questions. Il y en avait une dans le chat, notamment sur le nom AMU. Est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est un acteur? Donc, ben, AMU, c'est à la fois une méthode et un acteur, parce que AMU, c'est assistance à maîtrise d'usage, mais aussi c'est assistant à maîtrise d'usage. Du coup, on donne le même nom à la personne et à la méthode. Et donc, on a répondu dans le chat, on a envoyé aussi le lien vers le réseau national AMU, hein, qui regroupe un certain nombre de structures, mais pas toutes. Je ne sais pas si toi, Caroline, par exemple, tu fais partie du réseau national AMU. Comment ça marche? Je ne connais pas trop l'organisation. Oui, je crois. Je sais même plus. Bon, voilà. Donc, Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un réseau national qui s'est monté, mais c'est des méthodes essentiellement de concertation qui regroupent des outils et des méthodes qui sont très larges. Et voilà, ouais. c'était un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on voit aussi qu'il peut y avoir certains maîtres d'œuvre qui ont une compétence AMU, comme on l'appelle, ou usage intégré, ou bien on fait appel à une structure qui est vraiment spécialisée là-dedans et différentes formes de structures et de compétences. En tout cas, on voit dans le chat qu'il y a une appréciation du projet hein, de l'ERM, un très beau projet, belle approche AMU. Merci pour ce témoignage. Une question sur l'appel d'offres. Est-ce que l'appel d'offres, donc j'imagine, pour recruter un AMU, est distinct du marché de travaux? C'est ça, Laurent, votre question. Corrigez-moi si je l'interprète mal. Euh, Oui, c'est cela. le- c'est cela. Donc, est-ce qu'il faut un appel d'offres distinct Non. pour recruter un AMU du marché de travaux? Et en amont du marché de travaux, c'est-à-dire distinct dans le temps aussi. Est-ce que Caroline? Je me permets de répondre, Anne-Marie. En fait, Oui. nous, en tant qu'équipe AMU, nous avons nous sommes intégrés dans le groupement des architectes avec des compétences diverses et variées, des bureaux d'études divers et variés, et le bureau d'études AMU fait partie du groupement. Donc, nous avons répondu dans l'ensemble du projet avec l'équipe d'architectes. Dans ces cas-là, c'est un seul appel d'offres Tout à fait, avec oui. pas d'aide de structure. OK. Alors, Marie demande, est-ce que pour la commune, ça a été facile de prendre la décision de financer un AMU? Et est-ce que l'utilité d'un AMU était évidente? Alors, est-ce que ça a été facile de prendre cette décision? Oui, parce qu'on était effectivement toujours dans l'objectif d'être sur une démarche de participation citoyenne. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le contexte en arrivant sur le mandat en 2020, c'était une école, c'est une école des années 80 que nous avons, donc assez ancienne, avec beaucoup de travaux. Il y avait beaucoup de demandes des équipes, beaucoup de demandes de travaux, toujours. J'ai envie de dire qu'il y avait souvent quelque chose, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'était régulier, c'était presque toutes les semaines, il y avait des choses qui n'allaient pas. En même temps, chaque fois qu'il pleuvait, il faut savoir que on était obligé d'aller écoper. Voilà. Donc oui, on s'est dit qu'on pouvait. C'était pas juste l'idée de refaire un toit, de faire attention au bien-être intérieur. C'était vraiment. On s'est dit, ben, si on part sur ce projet-là, il faut
Il faut que vraiment ça soit le projet des équipes. Il faut qu'elles s'y retrouvent. Et puis, en fait, l'idée, c'est que les gamins et les enseignants, ben, ça soit, c'est eux qui vivent là. Il faut qu'ils aillent soit sur une qualité de vie, une qualité de travail. Donc oui, ça a été une évidence, même si pour nous, ce que je vous disais, hein, c'est une contrainte, puisqu'on est obligé pour tout ça, pour, on est obligé de laisser tomber plein d'autres projets que nous avions pour la commune. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. En tout cas, le financement est intégralement communal Oui, de la prestation, hein. oui. D'accord. Autre question de Marie pour Caroline, du coup, est-ce que tu aurais préféré avoir été déjà présente en phase programmation ou est-ce que le moment auquel tu es rentrée dans la démarche, finalement, était facile à Oui, appréhender? alors nous travaillons également en phase programmation, donc on a l'habitude de travailler. Là, il se trouve qu'on a répondu juste la phase d'après. On est je connais très bien AIV. Nous avons fait une espèce de passation de pouvoir de manière la plus simpliste possible et ça s'est très très bien passé. Nous avons exactement les mêmes façons de travailler. Et non, ça s'est très très bien passé, mais effectivement, ça aurait peut-être été plus simple de démarrer dès le démarrage, dès le début, mais franchement, on partage, on partage exactement la même façon de voir les choses, donc il n'y a eu aucun problème là-dessus, mais voilà, il n'y a aucun problème. La qualité de la relation humaine, encore une fois, Oui. c'est preuve. Il y a une question, ça va être la dernière, parce qu'il faut vraiment qu'on passe à la présentation du module quand même. On a dépassé un petit peu le timing. Il y a une question sur le financement de la part AMI. Peut-elle bénéficier de certaines aides? Bon, j'ai pas d'infos là-dessus. Je ne sais pas si on en a. Alors, il y a, Quelques-uns. oui, effectivement, je me permets, bon, il y a des cadres très spécifiques, comme par exemple EduRénov, où là, EduRénov, on a un financement de l'État sur ce projet-là. Il y a d'autres cas où on peut bénéficier du département. Mais Anne-Marie, peut-être vous pouvez répondre là-dessus. Non, je ne suis pas Ah, bonne, moi, dans les chiffres. d'accord. Je suis vraiment désolée. Oui, il y a des aides du Je m'appuie sur département. ma DGS là-dessus. Mais il y a des Alors, aides du département sur des hauteurs de 10 000 euros sur des aides sur des appuis en termes de concertation sur des projets, par exemple. Mais il y a d'autres aides, hein, mais oui, ça peut être. Mais je tenais juste à dire que, je veux dire, la mission AMU, en termes de financement, est très mineure par rapport à la mission globale du projet et des travaux. Donc voilà, je mets juste en parallèle l'atout de faire intervenir une tierce personne dans la concertation par rapport à l'ensemble global du financement du projet. il y a quelques compléments d'infos là dans le chat sur le financement via EduRénov dans certains cas, donc tout ce qui est scolaire, hein. Marie nous dit aussi qu'il semblerait que l'AMU fait aussi partie des AMO financés par Acté, plus un marché AMU groupé dans le cadre d'EduRénov. À vérifier. Voilà, donc on a quelques pistes, mais à vérifier, à conforter. Il y a alors une autre question de Marie, mais vraiment on la prend en compte très 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 rapidement. C'est le combien de temps. C'est aussi combien d'argent, mais combien de temps pour la commune. Ça ne doit pas du tout être évident à estimer. Du coup, j'imagine. Juste peut-être vous dire que nous avons commencé à peu près en 2021 à réfléchir. Voilà. Ouais. On a passé plusieurs étapes, comme Caroline le montrait sur le schéma. On a pris le temps de bien faire les choses. Voilà, je vais C'est le ça. dire En fait, comme ça peut ça. ralentir le projet de rénovation, du coup. Oui. C'est ce qui, hein, c'est ça. Oui, Ok. forcément. Et Puisqu'en Ok. fait, je peux on fait juste des rajouter que allers-retours, ça prend du temps. Je peux juste rajouter que c'est très variable suivant les projets. On peut Oui. faire de la MU juste en phase programmation, mais on peut faire de la MU, là, comme le cas, jusqu'à la fin. En fait, on peut venir ponctuellement sur de l'accompagnement. On peut venir dès le démarrage, juste pour venir aider la collectivité à mettre en place le projet. Voilà, ça peut être très, très, très variable, hein. Ça dépend des projets.
Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. On va continuer. Je vais bien passer la diapo suivante. Alors, j'ai remis cette diapo pour faire la transition avec la présentation du module, parce que je trouvais intéressant de montrer que finalement, le module que l'on propose, il se situe là où on voit sur cette diapo architecture in vivo. Il se situe au moment où la collectivité va effectivement faire un diagnostic d'usage. Ça veut dire qu'elle n'a pas encore tout à fait finalisé son programme et elle n'a surtout pas encore recruté son maître d'œuvre. Et donc le module que l'on propose vise à justement être un accompagnement de la collectivité à cet endroit-là, pour favoriser en fait le recrutement d'un maître d'œuvre qui a des compétences dans la prise en compte des usages, ou qui va s'associer, comme ça a été le cas avec la capitainerie, le cas qu'on vient de voir. Il y a eu une association, un partenariat de structure pour que la compétence usage soit intégrée à la maîtrise d'œuvre. Donc voilà, le module, en fait, il se situe vraiment là où vous voyez le logo de l'architecture in vivo. Ça me paraissait intéressant de vous le montrer sur ce cas-là, avant de passer à la diapo suivante, où on a donc ce module, il a été conçu au sein de la REC dans le cadre du parcours bâtiment public, comme on vous l'expliquait au départ, pour que dans le parcours d'accompagnement de la collectivité dans ces projets de rénovation, on intègre la prise en compte des usages. Donc on s'est dit, pour ça, il faut qu'on invente quelque chose pour faire un module finalement du parcours bâtiment public. Donc, moi, je suis chargée au sein de la règle de l'animation et de l'intelligence collective. Ma collègue Valérie, qui prendra aussi la parole, Valérie Emma, est chargée de mission animation et formation. Donc, à nous deux, on a commencé à concevoir cet outil qui se découpe en 4 étapes. Alors, je vais vous les détailler bien sûr après. Donc, une réunion de lancement pour faire le point avec la collectivité sur son projet de rénovation, voir un petit peu qu'est-ce qui a priori va impacter les usagers dans le projet, comment ça se passe, quel est le contexte local, sur quoi on peut s'appuyer, comment on peut organiser le déploiement de ce module. Ensuite, il y a une partie questionnaire utilisateur. Alors, je m'arrête sur le terme utilisateur. Utilisateur usager. Il y a, voilà, selon les structures, on n'utilise pas tout à fait le même mot. Nous, ce dont on parle ici, c'est plutôt les personnes qui travaillent dans le bâtiment, puisque l'outil qu'on a créé, pour l'instant, on a plutôt ciblé les gens qui travaillent dans le bâtiment, plus que les gens qui utilisent le bâtiment. Pourquoi? Parce que c'était plus simple pour nous de concevoir les choses avec un périmètre plus restreint dans un premier temps. Ce qui ne veut pas dire que ce module, une fois qu'il sera finalisé, justement, ne sera pas en capacité de s'adresser, comme dans le cas qu'on vient de voir, à tous les enfants d'une école. C'est le but final, mais aujourd'hui, on a travaillé dans un périmètre plus restreint et on utilise le terme utilisateur pour cibler les gens qui travaillent en fait, dans un bâtiment. Sachant que ce vocabulaire, en fait, Caroline, par exemple, me disait que pour elle, usager, en fait, ça couvre les personnes qui à la fois travaillent et à la fois utilisent le bâtiment. Il n'y a pas besoin de différencier les termes. Je ferme la parenthèse. Donc, un envoi de questionnaire aux personnes qui travaillent dans le bâtiment pour connaître leur avis sur ce bâtiment, quel est son niveau actuel de confort, d'usage, est-ce qu'ils identifient des problématiques qui sont à la fois en lien avec la rénovation énergétique, il faut quand même garder le lien avec le projet de réno, mais aussi en dehors, bien sûr, du projet de rénovation, puisque on va avoir tout un tas d'autres problématiques de sécurité, des problèmes d'usage vraiment spécifiques au bâtiment, et c'est l'occasion de les faire exprimer. Donc, sur la base de ce questionnaire, là, qui se passe en ligne, on organise un atelier participatif en présentiel pour que vraiment les personnes puissent se rencontrer. Quand je dis les personnes, c'est les usagers de ce bâtiment, les utilisateurs, avec les représentants de la collectivité qui sont chargés du projet de rénovation. Et enfin, donc, on termine par une réunion de synthèse qui se passe en visio. Ça permet de faire le point sur tout ce qui s'est passé et de passer le relais pour voir ce que la collectivité choisit de faire pour donner suite en fait à cette première grande étape de prise de conscience et de prise en compte des usages. Donc dans le détail, on peut passer à la diapo suivante. Alors bon, là on a
cette diapo rajoute, resitue, si vous voulez, si dans un projet global de rénovation. Donc on voit que ça se situe plutôt au niveau juste après un audit énergétique, si possible, mais surtout en phase programmation, le plus en amont possible en fait, hein, par rapport à la finalisation du programme et au choix du maître d'œuvre. On imagine qu'il peut être déployé sur une durée de 2 mois maximum. On appelle ça chez nous des micro-missions, c'est-à-dire des choses qui sont très, très rapides et très courtes dans le temps, pour pouvoir aboutir à quelque chose de très opérationnel. Et comme on le voit là, en sortie d'outils Cube, il s'agit d'inciter la collectivité, donc comme je vous disais, à prévoir une compétence, voire une assistance donc sur la maîtrise d'usage, pour enrichir en fait son projet de rénovation énergétique. On peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, la réunion de lancement, c'est tout simplement un contact en visio, hein, téléphonique avec le maître d'ouvrage pour prendre connaissance du contexte, des intentions de programmation. On a derrière cette réunion de lancement conçu un questionnaire, en fait, une grille de questionnement pour pouvoir avoir toutes les informations dont on a besoin. On lui présente bien sûr, on présente l'outil à cette occasion-là. On aborde le contenu également du questionnaire, qui est également quasiment prêt, hein, en back-office. On a aussi travaillé sur ce questionnaire. On aborde la question de l'organisation et du contenu de l'atelier participatif et de la réunion de synthèse qui suivra. On parle de livrables, voilà, on fait le tour un petit peu, et des indicateurs aussi qui seraient pertinents de mettre en place pour suivre cette démarche. Indicateurs qui peuvent être à la fois utiles pour la collectivité, dans le temps, voir un petit peu comment les choses évoluent, mais aussi pour nous, en termes de reporting, dans le cadre du parcours bâtiment public, notamment, voire dans le cadre de Baobab, avoir des marqueurs en fait de la démarche. Donc suite à cette réunion de lancement en distanciel, on passe nous à la phase donc de diffusion du questionnaire. Et bien sûr, questionnaire, donc il y a une diapo qui suit. Questionnaire donc que l'on va ensuite analyser. Donc actuellement, ce questionnaire est conçu autour d'une 50aine de questions qui sont plutôt ouvertes. Alors, vous me direz, questions ouvertes, difficulté d'analyse, mais en même temps, vu la nature des questions, c'est difficile de faire du fermé parce que on a besoin vraiment de savoir ce que les gens veulent cibler précisément pour pouvoir avoir derrière une analyse et un échange plus précis. Donc, bien sûr, il y a des questions qui concernent la typologie du répondant, hein, et notamment sa fonction dans le bâtiment et la fréquence d'utilisation. Ces espaces aussi utilisés principalement. Ensuite, on a un questionnement sur tous les aspects thermiques, visuels et spatiaux qui sont plus directement liés au projet de rénovation énergétique. Donc, quel est quelque part leur perception du niveau du confort dans ce bâtiment, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce qu'il fait trop chaud, trop froid, dans quelle pièce? Est-ce que l'éclairage naturel est suffisant? Est-ce que les espaces de travail sont adaptés, inadaptés? Est-ce qu'il y a des conflits d'usage? Là, on est encore dans la proximité du projet de rénovation, avec, on leur demande de noter de 1 à 5 chaque catégorie de confort, pour qu'après, en débriefing, on puisse avoir quand même des graphiques assez faciles à visualiser et à partager, et se rendre compte que s'il y a vraiment du 1 partout, ou du 1 à certains endroits, c'est qu'il y a un problème spécifique à cet endroit-là. Et également, on demande à l'usager de nous faire des propositions d'amélioration sur chacun des items qui lui sont proposés. Donc ça, c'est sur le champ du thermique, visuel et spatial. Et ensuite, on a aussi une partie de questionnement qui porte sur les autres types de confort, qui sont du coup un peu moins liés au projet de rénovation énergétique. Donc les questions vont être moins détaillées, mais néanmoins, on a souhaité quand même les inclure, hein, bien sûr. L'usager, lui, il ne fait pas la part des choses entre ce qui concerne la réno et ce qui concerne son quotidien, d'une manière générale. Donc des questions sur tout ce qui est olfactif. Est-ce qu'il y a des choses gênantes sur le plan olfactif, acoustique? Est-ce qu'il y a des choses à signaler en matière de sécurité? Des choses aussi à signaler en ce qui concerne les usagers. Donc, comme je vous expliquais, pour nous, c'est les usagers, ceux qui viennent dans le bâtiment, mais qui ne travaillent pas forcément au quotidien.
On verra s'il faut maintenir cette dispersion ou si au contraire, il faut la gommer, hein. Comme je vous dis, l'outil n'est pas finalisé, donc on peut encore ajuster. Et est-ce qu'il y a des conflits en fait dans le bâtiment qui méritent d'être signalés. Donc vous voyez, le questionnaire est quand même très large sur ces thématiques. Et également, on va aussi aborder la notion d'éco-geste. Aujourd'hui, est-ce que les usagers contribuent à la sobriété du bâtiment? Est-ce qu'ils peuvent le faire déjà, bien sûr? Ou est-ce que tout est automatisé? Est-ce que tout est bloqué? Ou est-ce qu'ils ont la main dessus? Et est-ce qu'ils sont amenés à faire eux-mêmes des éco-gestes? Sachant qu'on va reprendre ce thème d'éco-gestes plus tard dans l'atelier, ça sera un peu la conclusion de l'atelier dont on va vous détailler aussi le contenu. Donc, ce questionnaire est diffusé par la collectivité aux usagers concernés, aux utilisateurs usagers, et nous, on en fait bien sûr une synthèse qui sera en fait notre donnée d'entrée à l'atelier participatif. Donc, on peut passer la diapo suivante. Alors, même principe pour vos questions, hein, n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on y répond tout à l'heure. On a un temps de questions-réponses aussi qui est prévu sur l'outil. Je crois que là, je passe la parole à Valérie, qu'on puisse toutes les deux être en duo. Valérie, es-tu là? Je suis là, je confirme. Merci Sandrine. Donc, pour cette présentation des 2 premières étapes du module Cube. Et on arrive donc à l'étape 3, suite à cette réunion de lancement et au questionnaire des utilisateurs. Donc, on arrive à l'atelier participatif. Donc, c'est un atelier qui a une durée de 3 heures, qui se fait en présentiel. L'idée, c'est de pouvoir réunir le maître d'ouvrage et des utilisateurs ou leurs représentants. Donc, on est sur une quinzaine de personnes. L'idée, c'est de cibler aussi un nombre de personnes qui permettent une bonne dynamique d'avancée sur ce temps-là. Et puis, donc, on va avoir plusieurs objectifs durant cet atelier. Alors, évidemment, l'idée, ça va être de poser un petit peu le socle et les différents contours du projet, hein, les enjeux, que tout le monde ait la même vision. Donc, après avoir présenté donc, les objectifs de l'atelier, on va venir partager les enjeux, expliquer ce que sont les enjeux de la rénovation énergétique et l'intérêt de la prise en compte des usages. De ce socle-là, on va venir aussi compléter les propos en présentant le projet de rénovation du bâtiment et également les impacts positifs et négatifs qu'il peut avoir sur les utilisateurs. Et on va venir compléter donc la synthèse des questionnaires usage. Sandrine vient de nous présenter effectivement l'objet et le contenu de ce questionnaire. On va donc pouvoir venir présenter ces éléments. Et ce qui va nous permettre, en tout cas, ces trois petites phases, quelque part, de présentation, enjeu, projet de rénovation et puis usage, de pouvoir venir avoir un temps d'échange sur les possibilités, donc, les actions qu'on pourrait prendre en compte, les usages qu'on pourrait prendre en compte dans le projet de rénovation et ou en dehors, puisque comme le disait Sandrine, le questionnaire est aussi ouvert sur d'autres questions, puisque naturellement, il va y avoir aussi des interrogations au-delà des sujets qui ont trait directement à la rénovation énergétique. L'idée aussi de cet atelier, Sandrine en a parlé, c'est la sensibilisation aux éco-gestes dans le bâtiment, puisqu'effectivement, une fois que les travaux et les installations sont faites, il est important aussi que les utilisateurs du bâtiment puissent avoir les bons gestes pour avoir une utilisation raisonnée et pouvoir avoir des gestes adaptés à l'économie d'énergie et les bâtiments.
On va ensuite venir donc aussi dans cet atelier. L'idée, c'est de pérenniser la démarche, hein, on l'a dit. Donc, solliciter et évoquer auprès des différentes parties prenantes donc leur niveau de contribution pour pouvoir pérenniser cette démarche-là. Et ensuite, on va se donner rendez-vous pour la réunion de synthèse. Peut-être un petit mot pour dire un petit peu de l'état d'esprit et le ton des ateliers. Nous, on travaille beaucoup avec sur la base de la communication engageante sur le côté positif, ludique ou participatif. L'idée, c'est effectivement voilà, d'être dans une dynamique qui invite à l'échange et à se projeter pour prendre en compte au maximum les avis des usagers et faire surtout voilà, mettre une vraie dynamique d'échange dans ce temps-là. Les livrables seront donc une synthèse de l'atelier et puis une charte hein, qu'on a préconçue, donc charte cube, qui est une charte un peu type dans laquelle l'idée est de venir cocher effectivement, hein, tout simplement, c'est assez simple, des actions qui pourraient être mises en place, des actions donc, pour prendre en compte les usages. Et cette synthèse d'atelier aussi pourra donc venir alimenter ensuite le programme technique et fonctionnel en lien donc, avec le projet de réno. Les suites à donner pour la collectivité à ce niveau-là, donc on va lui demander voilà, de valider la synthèse de l'atelier et puis de valider ou de compléter hein, les informations qui auront été renseignées à l'issue de cet atelier sur cette charte cube. Et ensuite, la collectivité, donc, qui est moteur évidemment auprès des utilisateurs aussi, va donner suite en envoyant les invitations pour la réunion de synthèse. Voilà pour cet atelier. Et on passe donc du coup à la 4e étape qui est la réunion de synthèse. Donc là, on est sur un format en distanciel. On est sur un temps d'1 heure. Ce sont le maître d'ouvrage et les utilisateurs qui seront volontaires, hein, qui viendront assister, participer à ce temps-là. Les objectifs de ce temps, donc, on va venir donc présenter la synthèse de la démarche cube, puisqu'elle aura été validée hein, entre-temps par la collectivité. On va également venir partager le contenu de la charte cube renseignée, donc revoir effectivement les éléments qui auront été choisis, et puis ensuite échanger, c'est important, sur les suites envisagées après la démarche, puisque l'idée, c'est effectivement d'ouvrir aussi sur ce qui peut être fait pour continuer dans une dynamique d'intégration des usages si effectivement la collectivité le souhaite. On aura donc en livrable ici donc un compte rendu de la réunion de synthèse, la charte cube qui sera effectivement donc validée. Et après, donc c'est pour l'outil cube, en tout cas, l'accompagnement, effectivement, va venir prendre fin après l'envoi des derniers livrables. Et là, la collectivité pourra alors venir choisir parmi les différentes options hein, qui vont s'offrir à elle. Donc, elle pourra soit effectivement choisir de recruter un maître d'œuvre qui sera compétent dans la prise en compte des usages. Elle peut aussi, par exemple, animer une démarche en interne, hein, une démarche autour des usages, recruter un AMU pour coordonner cette concertation, comme on l'appelait la concertation usage. Et elle peut également choisir, hein, il y a plusieurs options, de poursuivre cet accompagnement par un acteur de proximité. Donc vous êtes un SDE, CAUE, EPCI pour suivre hein, le projet de rénovation énergétique, dont le volet usage. Voilà un petit peu les dernières étapes hein, de ce module. Et on va vous écouter peut-être, hein, il me semble effectivement, pour voilà, pouvoir répondre à vos questions. Oui, alors juste et présenter l'équipe. Je te laisse la parole, Sandrine. Je crois que c'est toi qui reprenais la parole. pour le micro. Excusez-moi, on jongle un petit peu les micros dans notre salle
de visio. Non, juste pour conclure, en fait, sur la présentation du module, voilà, c'était pour vous montrer, vous rappeler les compétences mobilisées sur la création et le test de cet outil pour l'instant à ce jour. Donc, Daniel Beauté, qui est intervenu déjà et qui va reprendre la parole là pour justement passer, vous consulter sur cet outil, consulter votre intérêt pour cet outil. Donc moi-même et Valérie sommes mobilisés pour voilà, nous sommes vos interlocuteurs, on va dire, sur cet outil. Voilà, c'était juste pour conclure et passer éventuellement à vos questions. Il y en avait une dans le chat sur justement l'appropriation de l'outil. Est-ce qu'il est destiné à être seulement déployé par la REC ou est-ce qu'il sera partagé? Justement, c'est un peu l'objet de ce webinaire. On va juste après vous proposer, vous voir quel est votre intérêt pour l'outil, vous proposer de collaborer sur sa finalisation, sur son test, et pour à terme pouvoir vous l'approprier et pouvoir le déployer aussi vous-même en tant que structure relais auprès des collectivités. Voilà, donc c'est la réponse à la question qui a été déjà portée dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cet outil? Des demandes de précision, des choses qu'on n'a pas forcément bien expliquées. N'hésitez pas à prendre le micro si jamais vous n'êtes pas très nombreux, on peut se le permettre ces minutes. Le micro marche? Oui, Ouais. Oui. on t'écoute, Bonjour. Marie. Salut. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été précisé, le type de bâtiment sur lequel ça s'applique. Voilà, c'est tout type de bâtiments communaux ou c'est exclusivement les écoles? Alors en fait, c'est ni l'un ni l'autre à ce stade. C'est-à-dire que quand on a commencé à élaborer le module, on s'est vite rendu compte que selon le type de bâtiment auquel on allait s'adresser, ben, on n'allait pas avoir tout à fait les mêmes, déjà le même questionnement. Voilà, le questionnaire usager a commencé déjà à poser ses premières problématiques. C'est pas évident d'élaborer un questionnaire usager. Et donc, du coup, à ce jour, on a travaillé pour un type de bâtiment parce que c'était, comme je le disais au début, plus facile pour nous, en fait, de cibler un bâtiment de type administratif. Imaginez une mairie, par exemple, avec ses bureaux. Voilà, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple pour nous, en fait, de travailler sur cette échelle-là. Et comme je le disais aussi, ça ne veut pas dire que l'outil ne s'adapte pas à d'autres types de bâtiments. Simplement, dans le détail, si on prend le questionnaire, ne serait-ce que le questionnaire, il a besoin d'être en fait décliné en plusieurs versions pour correspondre à plusieurs types de bâtiments. Donc, c'est tout à fait possible et même, à mon avis, préférable d'avoir un outil qui va s'adapter à différents types de bâtiments parce qu'on est là pour répondre aux besoins des collectivités et non pas là pour que les collectivités s'adaptent à nos outils. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus cohérent qu'on ait des outils adaptables aux différentes situations qu'on pourrait rencontrer. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marie? Bah oui, enfin c'est une question, je connaissais la réponse, mais c'est juste D'accord. que comme ça a été trop dit. Nous n'avions Et, rien préparé, je vous le promets. Oui. Et petite information, précision, complément, juste pour dire que la REC fait partie d'un groupe de travail sur le sujet de cet outil et d'autres outils du même type sur l'AMU avec d'autres structures et notamment d'autres syndicats et d'autres ALEC d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et qu'il y a pas mal d'outils qui sont un peu collaboratifs ou avec des échanges de pratiques entre les structures pour permettre d'avoir quelque chose le plus pertinent possible. Il y a notamment un travail qui va être fait par l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône sur le questionnaire aussi. Donc, enfin, tout ça pour dire, c'est un peu mouvant aussi de notre côté Auvergne-Rhône-Alpes, puisque moi je suis en Auvergne-Rhône-Alpes, et il peut y avoir des améliorations un peu en continu de ce type d'outils. Voilà, on verra comment ça se passe au fur et à mesure que les projets sont accompagnés aussi. C'est pas figé. Voilà. Marie n'a pas précisé qu'elle était animatrice, notamment de ce travail national, effectivement, sur les usages, auquel on a la chance de participer. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges sur les outils et ce n'est pas terminé parce que potentiellement chacun avance en fait de son côté sur ses projets de création d'outils, notamment sur la question des usages. Donc chacun a des façons très différentes d'aborder la question et donc on crée chacun des outils à la fois différents et complémentaires, ce qui fait qu'on peut s'inspirer les uns des autres et ça c'est vraiment une bonne richesse et on profite. Notamment des questionnaires usagers qui ont été créés et sur lesquels j'ai pu moi m'inspirer notamment.
Il y a une main levée de Julien, je crois, Lignac, de la région. Bonjour, merci Sandrine, merci pour cette présentation. J'avais une question sur l'usage. Là, on est vraiment dans la phase faisabilité d'une opération de rénovation. Je voulais savoir si dans, par exemple, le cadre de Baobab ou plus largement ou ailleurs, il y avait des travaux pour approcher l'usage, mais pas pour faire des travaux, pour plutôt travailler sur la sobriété, l'exploitation du bâtiment. Et je voulais savoir du coup, autour des participants, est-ce que dans le parcours bâtiment public, hein, on ne souhaite pas faire que de la rénovation, on souhaite aussi accompagner sur d'autres aspects plutôt liés à la sobriété, hein, dans tous les bâtiments publics des petites collectivités. Et s'il y a un vrai besoin en termes d'outillage, de méthode, enfin voilà, comment est-ce que on pourrait travailler? Est-ce qu'il y a un travail et est-ce qu'il y a un réel besoin là-dessus ou pas? Voilà, merci. Donc là, la question, pardon. La question s'adresse plutôt aux collectivités qui sont présentes parmi nous, là, du coup. Hein. J'ai bien compris, Julien. Aux deux, hein, est-ce qu'il y a des travaux pour faire de tels outils? Donc plutôt Baobab ou d'autres personnes autour de, je ne sais pas qui participe, voilà. Et puis de l'autre côté, effectivement, sur le besoin d'un tel outil. Bah, côté Baobab, je peux répondre, mais Baobab, c'est un projet européen qui répondait à un appel à projet européen sur les thématiques rénovation. Donc, dans le cadre du projet européen en tant que tel, on travaille sur beaucoup de thématiques, mais toujours liées à la rénovation des bâtiments publics dans les petites communes. Donc, dans ce cadre de ce projet, il y a notamment tout le travail que fait Daniel sur les conseils en gestion immobilière énergétique, de l'AMU. Pour info, on travaille aussi sur d'autres thématiques comme le mécénat, comme l'intracting intercommunal. Enfin voilà, on travaille sur beaucoup de choses, mais vraiment liées au projet de rénovation. Mais c'est pas parce que le reste n'est pas intéressant, c'est parce que c'est le cadre du projet européen qui imposait la thématique de l'appel à projet européen, c'était aider à améliorer les projets et massifier la rénovation énergétique pour les communes. Donc, dans le cadre du projet européen pur et dur, non. Pour autant, il y a plein de structures qui travaillent sur les thématiques de sobriété. Il y a les projets Cube École, il y a beaucoup de choses sur l'usager dans le bâtiment aussi qui se font par ailleurs. Voilà. Elia, si tu veux compléter de la LEC Montpellier, tu sens que voilà, tu indiques que vous travaillez aussi sur l'accompagnement. Oui, bonjour. Oui, du coup, j'ai fait un commentaire pour dire qu'à la LEC de Montpellier, on a des collègues qui accompagnent les écoles pour faire des économies d'énergie et d'eau, donc en mettant tous les acteurs en lien. Ça dure 2 ans et c'est sur les écoles où il n'y a pas de projet de rénovation majeure envisagé, justement. C'est sur des écoles où c'est plutôt stable en termes de projet bâtiment et on peut avoir une marge d'action sur les usages. Et donc, j'ai mis le lien dans la conversation. Laurent, vous aviez une réponse à la question de Julien ou bien c'était une autre question? Laurent? Ah, pas de micro peut-être. Notre micro doit être fermé. Oui. Sinon, pour répondre à l'autre partie de la question de Julien, est-ce qu'il y a des collectivités présentes qui pourraient répondre sur leurs besoins, justement, en dehors même d'un projet de rénovation, sur leurs besoins ou leur envie, dirais-je, de s'intéresser à la question de la prise en compte des usages? Pas forcément de réponse parmi les participants, en tout cas. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous Oui. m'entendez. Oui, on vous entend. Bonjour, Mathilde Beck, je travaille à Ouest-Aveyron Communauté, donc c'est pas une commune, mais c'est une communauté de communes. Et on a un projet, on a lancé une consultation AMU et BDO pour un EHPAD. Donc c'est l'EHPAD de l'UNAC en Aveyron. Ok. Ok, Donc, ok. Bah, écoutez, on aura peut-être l'occasion de vous interroger sur ce projet, alors. Peut-être pas là volontiers, dans le puis- détail, mais en tout cas, Est-ce que vous m'entendez? c'est Laurent qui parle, Oui, c'est ça? Laurent. Alors attendez, juste je demande à Elia si elle a terminé de. Moi, oui, j'ai Oui. fini.
Oui, pardon, ok. Ah, parce que je vois Elia, moi, qui s'exprime. Non, mais d'accord, je suis pas sur la bonne personne. Alors, Laurent, c'est à vous. Oui, pardon, j'ai interverti le micro. Donc, pour répondre à Julien, et peut-être une observation, en amont donc, des réunions, il est, pour faciliter le diagnostic, il existe des petits enregistreurs température, humidité qui seraient peut-être intéressants de mettre en place dans les locaux où se sont envisagées des sobriétés, des améliorations pour la sobriété énergétique. Merci. Et le résultat, les laisser 2-3 semaines, et le résultat peut permettre d'affiner l'analyse des solutions envisageables. Et Laurent, je vous propose de passer à l'appel à intérêt pour qu'on puisse justement vous expliquer comment on souhaiterait vous associer en fait à la finalisation de cet outil et aux tests qui sont prévus cette année, puisqu'on a l'opportunité de tester cet outil sur 3 collectivités. Daniel, Je prends le relais. prends le relais? Allez, je prends le relais. Ça va faire écho un peu avec le partage qu'on a eu dans le chat avec Elia sur le fait de partager Cube plus tard à destination du réseau carte. Mais l'idée aujourd'hui, en 2025, on est dans une phase un peu test de l'outil. Donc, il y aura 2 appels à intérêt, si je veux dire manifestation d'intérêt, qu'on va vous faire part dans le cadre d'un Google Form. C'est premièrement un appel à manifestation d'intérêt pour tester l'outil Cube et un deuxième appel à manifestation d'intérêt pour identifier un bâtiment test. Donc, premier appel à manifestation d'intérêt, celui pour être un partenaire testeur, si j'ose dire, du Cube. L'intérêt pour vous de participer, d'être un acteur qui participe sur l'accompagnement Cube, c'est de monter en compétence sur la prise en compte des usages dans le bâtiment. Donc, c'est un peu l'équivalent un peu d'une formation déjà que vous pourrez bénéficier en 2025 sur l'aspect usage dans un projet, dans un programme de rénovation énergétique. Vous approprierez directement l'outil qui est bien évidemment adapté aux petites communes et donc qui peut être adapté par des accompagnements via le réseau carte auprès de vos collectivités. Les finalités qui sont attendues derrière tout ça, le Cube, c'est animer soi-même l'outil à terme. Voilà. Donc ça répond à la question. L'ensemble des accompagnateurs du réseau carte, plus globalement, auront à terme la possibilité d'animer eux-mêmes l'outil et de revenir vers nous, bien évidemment, si besoin, pour toute question. En parallèle, quand on aura fait nos tests et qu'on aura eu un peu nos retours d'expérience en 2025, l'idée c'est qu'à partir de 2026, on vous propose ces sessions de formation pour que vous puissiez maîtriser l'outil Cube. Donc au niveau du rétro-planning 2025, donc l'idée c'est qu'on mette en place 3 tests. Le premier test, donc sachant que les 3 tests, bien évidemment, sont gratuits pour la collectivité. Ça, c'est important de le préciser. Pas de financement à prévoir pour la commune pour mettre en place ces outils Cube. Le premier test aurait lieu le premier semestre 2025 et serait financé dans le cadre de Baobab, justement, puisque Baobab a vocation à créer des outils. Ça a été présenté. Et donc, du coup, on est clairement en cohérence avec les attendus de Baobab. Et nous avons également un contrat avec la région dans lequel on propose de faire 2 tests complémentaires pour, voilà, si je veux dire, finaliser complètement l'outil Cube à la fin décembre 2025. Donc le rôle, donc qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes partenaire testeur? Vous aurez à participer, si possible, à toutes les étapes de l'outil Cube, observer, noter les échanges avec la collectivité, donc voilà, contribuer un petit peu plus globalement en fonction de vos propres retours d'expérience ou non sur l'aspect usage, partager des éléments avec la collectivité.
Et puis vous êtes dans le cadre du parcours bâtiment public, c'est toujours vous, bien évidemment, les portes d'entrée auprès des collectivités. Donc c'est toujours intéressant que vous soyez présents quand même malgré tout pour les accompagnements, bien sûr. Apporter votre expertise, j'en ai parlé, pour optimiser les étapes de l'outil. Donc voilà, en tant que partenaire testeur, comme vous serez les premiers un petit peu à tester l'outil, vos retours également pour faire de l'amélioration de l'amélioration continue sur l'outil seront précieux. Mettre à disposition des ressources utiles pour animer l'outil et enrichir les connaissances de la collectivité sur l'aspect usage. Et enfin, nous souhaitons idéalement, donc voilà, 3 tests, avoir 2 structures partenaires maximum. Donc au total, si je vais d'abord terminer le temps, plutôt le temps estimé à passer pour un test pour un partenaire testeur, on l'a estimé en gros à 6,5 jours, donc qui est à la durée globale de l'accompagnement. On peut passer à la slide suivante. Merci Sandrine. Le bâtiment cible, donc c'est une petite collectivité de moins de 5000 habitants. Idéalement, hein, voilà, on essaye de cibler des bâtiments précis. En raccord avec le parcours. Un programme de rénovation énergétique supérieur ou égal à 40% d'économie d'énergie. Donc, comme on implique ça, ça veut dire qu'il y a eu bien évidemment eu un diagnostic énergétique qui a été réalisé en amont pour pouvoir ensuite lancer notre outil Cube en phase avec le rétro-planning que vous a présenté Sandrine ultérieurement. Idéalement, bien sûr, dans le meilleur des cas, un référent de la collectivité qui soit disponible, volontaire, comme on a pu le voir dans le cadre du retour d'expérience sur l'AMU, une collectivité qui serait vraiment intéressée sur cet aspect prise en compte des usages dans son programme de rénovation énergétique. Et donc, pour le concret, donc on va vous partager un formulaire dans le chat notamment, mais vous aurez le support PowerPoint aussi à la suite de ce webinaire. Vous pouvez renseigner le formulaire pour 2 raisons donc, que je rappelle. Soit vous proposez un bâtiment à tester, ce qui serait super pour nous. On pourra avoir enfin une collectivité qui serait motivée et grâce à vous, comme vous êtes les portes d'entrée, on vous fait confiance pour nous proposer un bâtiment à tester. Vous pouvez autrement ou également proposer de participer au test. Et donc, pour synthétiser globalement, pour rappeler, on souhaite faire donc 3 tests et avoir au moins 6 partenaires testeurs. Voilà, je vous invite vivement à remplir le Google Form à la suite de notre temps d'échange. Vous avez mon contact. J'ai l'honneur de rester le référent, on va dire, dans le cadre du parcours bâtiment public. Donc, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions complémentaires au-delà du Google Form. Voilà, je reste à votre disposition. Et si vous avez des questions également, je n'ai pas du tout regardé le chat, n'hésitez pas. Voilà. Alors, l'idée, c'est de voir déjà ici à chaud si vous avez une réaction à ce qu'on vous a présenté. Est-ce que ça suscite un intérêt chez vous? Est-ce que vous êtes plutôt enthousiaste à l'idée de travailler sur l'usage dans ce cadre-là? Est-ce que vous avez un avis à nous donner sur à la fois l'outil qu'on a conçu, à la fois la manière dont on souhaiterait collaborer avec vous? Est-ce que vous avez déjà en tête éventuellement des opportunités de tests sur certains territoires, dans certaines communes, sur certains bâtiments? N'hésitez pas déjà à le formuler là maintenant, avant d'arriver après à la version plus formelle via le formulaire en ligne. Mais déjà, est-ce qu'à ce stade-là, certains d'entre vous souhaiteraient réagir? Laurent, je ne sais pas si la Oui. main est restée levée. Ah voilà. Oui, pardon, petite précision. Moi, je fais partie d'une EPCI, d'une collectivité de communes, dont toutes les communes sont de moins de 5000 habitants. Donc, on a la compétence sur les bâtiments, sur certains bâtiments communautaires, mais aussi sur les écoles des communes.
est-ce que ce que vous mettez petite collectivité, moins de 5000 habitants, c'est la commune ou c'est la communauté de communes? La commune. La commune. D'accord. Parce qu'on a différents projets qui sont à différents stades. On a des audits énergétiques en cours, on a des projets en cours, on a des bâtiments où tout est à faire. Voilà, et ça peut être intéressant. Eh ben, complètement, oui. Tout à fait. Alors, voilà, je vous invite du coup, à remplir en effet le Google Form. Et si vous avez même 2 bâtiments ou 3 bâtiments plus ciblés, nous, de toute manière, l'idée, c'est on en sélectionne 3. Mais je pense que plus vous nous partagez de bâtiments et plus on pourra plus précisément proposer des accompagnements cubes. Donc, n'hésitez pas à nous partager tous les projets que vous ciblez vraiment qui pourraient faire l'objet d'un accompagnement cube en test en 2025. Hein. Alors, si jamais le formulaire n'est pas adapté tout à fait à l'information que vous souhaitez nous communiquer, n'hésitez pas à passer par le mail de Daniel notamment. Voilà, ça peut être plus simple pour vous de nous lister les éléments que de passer par le formulaire, n'hésitez pas. Je vois qu'il y avait aussi dans le chat une question de timing, c'est Michael qui nous exprime, donc le timing n'est pas idéal pour des démarrages de projets du fait des élections municipales de 2026. À quel stade souhaitez-vous prévoir cette intervention? Je peux proposer une réponse sur ce sujet. On en a eu conscience en interne de cette problématique. Maintenant, on peut encore rester optimiste pour plusieurs raisons. Certes, c'est en 2026, on a encore une bonne année et demie devant nous, encore, si j'ose dire. Le fait si un projet est déjà avancé, donc c'est-à-dire qu'il y a déjà un audit qui a déjà été mis en place, que la collectivité a déjà une motivation à rénover, le fait d'intégrer les usagers dans le programme de rénovation énergétique à la suite, ça a un intérêt au niveau de la mandature justement d'un maire de commune pour 2027. Donc, on peut le valoriser en ce sens aussi pour parler le langage, si j'ose dire, des élus, en disant que voilà, vous prenez en compte les usagers, donc des résidents de votre commune, pour un programme de rénovation énergétique. Ça peut faire pencher un petit peu la balance, si j'ose dire, dans le cadre d'une élection, voilà, à moins d'importance, mais en tout cas, voilà, ça peut toujours avoir sa pertinence. Donc voilà, c'était la petite réponse que je voulais apporter à Michael. Il y a aussi Elia donc de l'ALEC qui nous dit que ça pourrait être intéressant, principalement sur des écoles. Elia, est-ce que tu voulais, je sais plus si on... Excusez-moi, j'ai tendance à tutoyer trop facilement parfois. Non, mais pas de souci, mais je travaille avec Michael, donc j'imagine que c'est quelque chose qu'on va discuter en équipe. D'accord. Et je vois qu'il y a notre collègue Céline qui lève la main aussi. Mais on a pas mal de projets, mais qui sont effectivement un peu entre deux, vu qu'il y a les élections, les équipes sont pas forcément hyper motivées pour vraiment lancer le projet dès à présent. Mais si ça vient juste après l'audit énergétique ouais, enfin voilà, c'est à voir. C'est à voir, ouais. Voilà. C'est vrai que ce que tu dis de la motivation va un peu à contresens de ce que vient de dire Daniel sur le fait que ça peut être justement opportun. Mais voilà, peut-être qu'en regardant les choses d'un peu plus près, on peut trouver encore des équipes malgré tout motivées pour lancer le projet à ce stade-là, quoi. Ok, bon, en tout cas, on vous laisse regarder aussi peut-être de votre côté s'il y a des choses à proposer. On a vu en tout cas que nous, les tests, on les a à peu près situés sur la période du premier semestre pour l'un des 3 et plutôt à la rentrée pour les 2 autres tests. Mais là, c'est pareil, je dirais que on fera en sorte de s'adapter aussi à la réalité d'une collectivité, quoi. Enfin, autant que possible, hein, en fonction des plans de charge, évidemment, et des vôtres, du coup, pour ceux qui seraient partenaires de la démarche. Je vois dans le chat aussi Audrey du PETR d'Uzège. Donc, un EPCI ou un PETR peut-il participer à cette formation? En effet, sur notre territoire, plusieurs projets ont été recensés. L'outil pourrait être ensuite utilisé par les communes. Oui, c'est bien, on est bien. Hein, je dis oui, en référence de Daniel, mais oui, c'est bien l'objet, justement, c'est d'être dans le partage, dans l'appropriation.
Et puis d'autant plus que l'outil sera d'autant mieux adapté qu'il est justement finalisé par des structures qui sont plus proches en fait des bâtiments concernés. Donc oui. Donc même principe, il y a le formulaire qui vous permet de nous préciser un petit peu l'endroit, le bâtiment, la commune sur laquelle vous pensez qu'il pourrait être intéressant de travailler. Sur le choix des bâtiments cibles, pour répondre à Céline, je pense qu'on va faire une sélection parce que ça va dépendre en fait de plusieurs critères. Ça va dépendre un peu de la localisation, ça va dépendre de la maturité du projet, ça va dépendre des partenaires qui sont mobilisés aussi pour travailler sur ce projet-là. Enfin, ça va être un mix de plusieurs choses. Ça va être aussi en fonction de la disponibilité de la collectivité, comment nous, on peut s'arranger aussi pour pouvoir être disponible au moment où ça lui va bien. Enfin, il y a quand même quelques paramètres un peu complexes à croiser. Pour faire ça va pas être une sélection purement mathématique, pas que, en tout cas. Bien sûr, il faut qu'à minima, le bâtiment rentre dans la cible qu'on a identifiée, dont moins de 5000 habitants, projet de réno égal ou supérieur à 40%, voilà, c'est là qui sont assez figés. Mais il n'y aura pas que cela. Donc, voilà, je fais une réponse qui est un peu entre deux, mais il faut qu'on se garde un peu une marge de manœuvre pour faire des choix en fonction du critère un peu plus difficile à identifier, quoi. Il y avait Marie, tu voulais intervenir? Oui, par rapport au timing municipal, donc les projets côté Auvergne-Rhône-Alpes, pour donner des exemples, autant on a des partenaires, des syndicats qui galèrent franchement à trouver des communes qui lancent des projets en ce moment et qui sont disposées à intégrer les usagers sur les projets. Autant on a d'autres structures comme dans le Rhône où ils commencent là juste des accompagnements avec sensibilisation des usagers, notamment dans des gymnases ou des écoles. Donc, enfin, c'est très bizarre, c'est vraiment assez disparate, mais il y a encore des projets qui se lancent maintenant, qui vont se lancer dans les prochains mois, donc ça c'est chouette. Il y en a moins, c'est sûr. Enfin, nous ce qu'on voit, c'est que effectivement le calendrier électoral en ce moment, ça aide pas. Mais par contre, c'est l'intérêt aussi de regarder à l'échelle d'un territoire ou d'une région, il y en aura toujours qui vont sortir. Donc ça, c'est chouette. Et pour information aussi, je me permets juste, Sandrine, si jamais vous avez des projets relativement avancés où ils savent absolument qu'ils veulent intégrer les usagers, mais où ils veulent absolument recruter un assistant à maîtrise d'usage professionnel, on a une structure, le syndicat de la Haute-Savoie, qui a travaillé sur un cahier des charges. Donc là, c'est très différent de la démarche qu'a proposée Sandrine, qui est vraiment une mission de sensibilisation à l'AMU pour inciter à après passer par un AMU professionnel ou avoir un autre accompagnement plus poussé, qui est vraiment le module un peu de base pour lancer une démarche AMU. Mais si vraiment il y a une commune très motivée qui cherche à recruter un AMU, on a un cahier des charges qui ne demande qu'à être testé. Donc, si vous avez des projets qui sont déjà un peu, voilà, où la commune sait qu'elle veut y aller, où elle est prête à recruter un AMU professionnel, etc., pour l'accompagner, ça peut être à partir de la phase programmation, mais on a un cahier des charges qui va de la phase programmation jusqu'à la phase réception. En gros, il peut être découpé en sous-morceaux, mais c'est mieux d'avoir l'accompagnateur sur toutes les phases. N'hésitez pas à contacter Sandrine et puis dans le groupe de travail ému, on pourra après vous faire passer des modèles de cahier des charges. Voilà, ça c'est un aparté. Mais c'est un autre type d'accompagnement que ce que propose le module cubain. En tout cas, la LEC Montpellier est intéressée par le cahier des charges, d'ores et déjà. Ok. Bon, alors, est-ce que du côté SDE, CAUE, vous avez une réaction à ce qu'on propose? Est-ce qu'il y a quelqu'un côté SDE et CAUE qui pourrait peut-être donner un avis? Non. On aurait aimé aussi avoir un avis de vos structures, parce que c'est vrai que vous êtes quand même un interlocuteur privilégié sur ce type d'accompagnement. Bon, pas forcément d'avis de suite. En tout cas, n'hésitez pas
à contribuer parce que nous, voilà, la prochaine étape, là, ça va être vraiment d'identifier les bâtiments, de regarder quels sont ces bâtiments, où est-ce qu'ils se situent. Alors, comme on disait dans le formulaire, il y a la possibilité à la fois de proposer un bâtiment à tester, mais également de se proposer en tant que partenaire testeur, même si vous n'avez pas de bâtiment à proposer. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire sur ces deux aspects, enfin sur l'un et ou l'autre de ces deux aspects, pour qu'on puisse aussi voir l'intérêt que vous pouvez porter à participer à l'accompagnement. Et pouvoir là aussi organiser les choses dans le temps, avec qui on travaille, sous quelle forme. Dans le questionnaire, vous verrez, on a posé des questions un peu de compétences et de motivation pour qu'on comprenne bien ce qui vous motive à participer au test. Donc, n'hésitez pas à nous préciser ces choses-là pour qu'on puisse mieux organiser le test aussi. Ça va demander quand même un peu de travail pour que tout soit en place. C'est pour ça qu'on s'y prend un petit peu à l'avance et c'est pour ça aussi qu'on vous donne un délai de réponse qui est relativement proche. Il y a quand même 15 jours pour y répondre. Ça vous permet de consulter éventuellement en interne sur le sujet pour que derrière on ait le temps de mouliner toutes les informations et d'aboutir réellement au premier test d'ici, dans l'idéal, la fin du mois de juin. Corentin, vous avez levé la main. Oui, on m'entend? Oui. Oui, bonjour à tous. Oui, bon, je me décide à réagir. Oui, c'est intéressant. Je me demande effectivement dans quelle mesure la prise en main après votre travail sera facile pour nous sur le terrain. En tout cas, d'essayer d'avoir quelque chose d'assez léger. Moi, de mon côté, je mène pas mal de campagnes de mesure, donc une approche assez technique sur des bâtiments variés. En ce moment, c'est beaucoup des écoles, mais ça peut être aussi des salles polyvalentes. Et effectivement, je suis un peu nouveau quand même dans le métier, mais effectivement, on parle de maîtrise d'usage, donc sous-entendu, c'est un aspect qu'on consulte encore pas assez, mais moi je le constate, je vois bien des exploitants qui prétendent effectivement connaître un petit peu les faiblesses ou les atouts des bâtiments, et quand effectivement je mène ma petite enquête de terrain, pas du tout professionnalisée, hein, mais je constate la directrice, je discute avec un enseignant, avec un employé, ben, on s'aperçoit qu'il y a un discours qui peut être complètement opposé, à la fois dans le positif que dans le négatif. Donc il y a une part de vérité à aller trouver certainement entre les deux. Du coup, ce que je constate, moi, avec les relevés que je fais, c'est qu'effectivement, on a des outils qu'on exploite mal, qui sont mal connus. Alors, c'est plutôt sur l'aspect technique, mais c'est important, effectivement, de le mettre en parallèle avec les usagers qui ressentent des choses, et ça va venir corroborer des choses qu'on constate ou pas au travers de ces chiffres. Donc du coup, effectivement, moi demain, pour moi, le gros gisement pour ce type d'outils, ça serait d'avoir une formule relativement légère en accompagnement extérieur ou à communiquer effectivement aux communes pour qu'elles puissent effectivement aller consulter les usagers de manière générale. Voilà, pour recueillir de manière un peu relativement carrée, effectivement, les points forts et les points faibles de ce qu'ils vivent voilà, sur le lieu. Voilà ce que je voulais vous partager. Et je reviendrai, je pense à quelque chose, à un bâtiment peut-être, mais effectivement, je suis soucieux de savoir si l'équipe, en l'état actuel, a des ressources effectivement pour profiter de ce type d'accompagnement. Et là, c'est plus compliqué. À la fois, on peut identifier un bâtiment, mais à quel point effectivement la commune va être réactive, va être disponible pour participer. Voilà. Oui. En tout cas, vous êtes a priori assez partant pour essayer de mettre, de contribuer à ces tests d'une façon ou d'une autre, quoi, que ce soit en y participant, que ce soit en identifiant une commune. En tout cas, de vous donner une réponse prochainement, oui. Ouais. Écoutez, merci déjà, c'est bien de souhaiter le faire. C'est sûr que le module, en fait, en lui-même, il a été conçu pour être le plus léger possible. Parce qu'on se rend vite compte qu'on peut passer des jours et des jours à proposer un accompagnement qui devient vite lourd et long et cher, du coup. Là, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose de très flash, de très léger, qui
du coup, sera beaucoup plus facile à prendre en main pour les personnes qui seront amenées à le déployer, forcément. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Voilà, pour répondre à ce que vous dites. Valérie, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, mais tu as déjà un peu répondu. Effectivement, c'était juste, je rebondissais sur l'intervention de Corentin, juste effectivement indiquer que on a bien conscience aussi que vous qui allez déployer ce module après sur vos territoires n'êtes pas forcément des formateurs ou des animateurs de métier. Donc l'idée, c'est effectivement pas de vous proposer quelque chose qui soit compliqué à mener, mais qui soit très fluide et très léger également dans ce sens-là. Donc voilà, c'était juste pour partager ça. Effectivement, on a déjà fait et déployé des outils qu'on a délégués après à des personnes qui n'étaient pas des professionnels non plus de l'animation ou de la formation. Donc c'est des choses qu'on sait faire et qu'on a eu déjà fait auparavant. Donc voilà, pas de souci là-dessus. Et si jamais vous aviez une question particulière, il n'y a pas de souci pour vous répondre de toute façon à, à vos interrogations. Voilà, c'était juste ça. Merci. Et puis c'est vrai que ce travail nous amène à nous connecter aux experts de la maîtrise d'usage, enfin des usages. Caroline est là avec nous ce matin. Et c'est vrai on peut les interroger, ils nous répondent très volontiers, ils nous ouvrent très volontiers leur expertise, donc ça nous permet de nous enrichir en fait, de nos pratiques connues habituelles. Donc c'est une occasion aussi d'enrichir, d'élargir ses compétences en ouvrant à ce volet usage à travers la mise en œuvre de ce module notamment, mais bien sûr, il n'y a pas que cette façon-là de le faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer sur tout ce qui vient d'être dit? Sinon, on va pouvoir clôturer. Alors pour nous, ça va être une phase importante là d'identification des projets. On va regarder si on reçoit des formulaires de votre part. Si ce n'est pas le cas, on risque de Une vous première relancer un réponse petit est peu. arrivée. Ah, super, merci beaucoup. Je le dis, pardon, je te coupais la parole, mais Suivez donc l'exemple. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Suivez l'exemple et donc voilà, si jamais on voit qu'on n'a pas assez de retours, que ça peine un petit peu, que voilà, on va essayer, il se peut qu'on vous relance. Là, tous les invités à ce webinaire ne sont pas présents ce matin, donc on va aussi diffuser du côté de l'ensemble du fichier, diffusant le compte rendu du webinaire pour essayer d'élargir nos chances de recrutement et pour qu'au 15 avril, là, on puisse quand même avoir une visibilité assez précise de possibilités de déploiement de de test de ce module. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, remarques sur le module, on va pouvoir arriver à la phase conclusive de ce webinaire. Donc, je repasse la parole à Anthony. Oui, merci. Bon, juste un petit mot pour la fin et remercier les intervenants. Alors, Caroline est encore parmi nous, Anne-Marie Nounis et puis l'équipe AREC. Merci pour votre participation aussi à tous. Et voilà, juste pour terminer les quelques prochains rendez-vous Baobab. Alors, on va vous diffuser les supports et l'enregistrement de la réunion et on va aussi la mettre en ligne sur notre boîte à outils régionale qu'on est sur le point d'ouvrir, qu'on avait évoqué lors du précédent webinaire. Donc, on devrait être bon pour le mois d'avril et aussi pour retenir deux promesses un peu tardivement qui sont lancées l'AMI pour une formation à l'outil CGIE qu'on vous avait également présenté et la formation ingénierie financière. Donc tout ça devrait se débloquer au courant du mois d'avril. Et puis dans les rendez-vous voilà, un petit peu plus lointains, on aura certainement un webinaire partagé avec Auvergne-Rhône-Alpes sur les travaux autour des SDIE, CGIE. Un nouveau webinaire sur les financements de projets. Et puis, on participera au titre de Baobab au séminaire cartes. Voilà, donc je m'adresse là au réseau cartes avec certainement l'animation d'un atelier, mais je vais pas spoiler, je serai au courant assez rapidement. En tout cas, les inscriptions sont déjà ouvertes. Je crois que Nathalie était avec nous. Voilà, donc on se retrouvera là-bas à cette occasion.
Voilà, puis écoutez, il nous reste à vous remercier. Je pense on a fait le tour et puis et vous dire à bientôt et vous remercier à nouveau pour votre participation. Merci beaucoup. Bonne journée et bon week-end. Bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end, bonne journée. Sylvie.